Michel Barnier pourrait-il jeter l'éponge avant même d'avoir commencé? En tout cas, la menace flotte, elle est fondée en particulier sur les difficultés qui s'accumulent, pas de coalition, les tensions avec les macroniens, pas de budget. Surtout, on va voir à quel point la situation de ce point de vue-là est tendue et même dramatique à certains égards. Vous allez nous rejoindre, Franck Riester, représentant, ministre des Missionnaires, délégué au commerce extérieur. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Vous êtes très accusé ce soir, notamment par le Premier ministre qui parle d'un bilan dont il faut faire l'examen précis. Vous allez pouvoir répondre. Vous serez sans doute aussi un peu mis en cause, par Franz-Olivier Gisbert qui est avec nous en direct. Franz-Olivier Gisbert a été un de ceux qui, depuis des années et des années, a porté le fer contre l'excès de dépenses français. Mais d'abord, Émilie, expliquez-nous à quel point le Premier ministre sonne l'alarme. Eh bien, ce cri d'alerte, en tout cas, il l'a lancé ce matin, le Premier ministre. Voici ses mots à l'AFP. La situation budgétaire du pays que je découvre est très grave. J'ai demandé tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité. Il poursuit. Cette situation mérite mieux que des petites phrases. On se demande à qui il s'adresse. On en parlera dans un instant. Elle exige de la responsabilité. Et puis enfin, il enchaîne. Mon objectif est de retrouver le chemin de la croissance et faire progresser le niveau de vie des Français. Et puis là, voilà, c'est la suite de la citation. Faire progresser le niveau de vie des Français alors que nous sommes déjà le pays où la charge des impôts est la plus forte. Voilà pour ce cri d'alerte lancé ce matin par Michel Barnier. Quelle est la part de théâtre, cette bonne guerre, quand on prend un gouvernement, on commence par dire « Ah, mais quoi, comment les comptes ne sont pas comme je les imaginais ?» Et quelle est la part de vrais problèmes? Un mot là-dessus, avant de vous entendre, Monsieur le Ministre, un peu mot aussi de vous, Franz-Olivier Gisbert, mais d'abord sur ce plateau. La part de théâtre, on la voit bien. D'ailleurs, Marine Le Pen a commencé à dire quasiment en premier, c'était moi qui avais dit en premier qu'il faudrait faire ça. Oui, tout ça, c'est un peu du cinéma, parce qu'on a quand même en France des institutions qui fonctionnent bien. On a la Cour des comptes qui avait quand même alerté tant et plus. Donc, il savait très bien quelle situation il allait trouver. Maintenant, effectivement... je trouve que de dire qu'un homme de droite demande plus d'impôts, c'est que la situation est quand même assez dramatique, parce que généralement, c'est pas trop leur truc, les impôts. Alexandra. Mais je pense qu'en effet, il y a à la fois du théâtre, parce qu'il faut bien voir qu'on est dans un moment très particulier de composition d'un gouvernement, avec beaucoup de difficultés, et surtout beaucoup de demandes de la part de la majorité, qui aimerait bien, qui n'a pas bien compris que c'était plus totalement son gouvernement, et qu'il allait falloir laisser peut-être sa place. Donc là, il y a des gros bras de fer. On a bien vu que Gérald Darmanin, le premier, qui manifestement ne fera pas partie du gouvernement, parce qu'il a l'air très très furieux. Donc c'est le premier à avoir lancé les stockades, et là on voit bien que c'est un bras de fer pour la composition du gouvernement, entre ceux qui veulent absolument y aller, qui se bousculent, notamment chez LR, ceux aussi de la majorité qui veulent y aller, et évidemment, bien sûr, c'est de bonne guerre. Quand on arrive, on détruit ce qui a été le bilan de son prédécesseur. Cela dit, la situation économique est quand même très très grave. Oui. Et donc il y a en effet, je pense que le problème des impôts, la question des impôts va revenir, il faut qu'elle revienne sur la table. Victor Ayrault, on a le sentiment que notre Premier ministre se réveille avec la gueule de bois. Il n'avait pas réalisé que ce défi était colossal ? C'est ça qui est un petit peu hypocrite, et là je vous rejoins, tout le monde le savait, il y a un côté de coup de théâtre maintenant. Soyons honnêtes, c'est la question de la dette et de la gestion des finances publiques, c'est la patate chaude que se refilent tous les gouvernements à chaque fois. Alors il est de bon ton quand on est Premier ministre arrivant effectivement de dire qu'est-ce que puis-je, qu'entends-je, que vois-je, mais il y a la patate chaude qu'on se transmet de gouvernement en gouvernement sans jamais en assumer la responsabilité. Il y a le retour de bâton, à mon sens aussi, du quoi qu'il en coûte. Alors Covid ou pas Covid, le quoi qu'il en coûte, on se prend le retour de bâton aujourd'hui. Puis si vous voulez, la France se réveille un petit peu, c'est l'homme addict au jeu d'argent qui vient de vendre son dernier meuble et qui dit non mais cette fois-ci c'est bon, j'arrête vraiment de jouer, j'y retourne plus. Alors, il y a un peu ce côté-là, quoi. Écoutons Franz-Olivier Gisbert. Franz-Olivier Gisbert, je ne veux pas vous vieillir, mais je viens d'un pays, la Suisse, où vous savez on adore les comptes extrêmement tenus. Moi je vous lisais déjà quand j'étais enfant, pour ainsi dire. Vous êtes le Français qui, dans Le Point, mois après mois, année après année, a dit: c'est pas possible, les Français vivent dans l'irréalité, ils sont dans l'irréalité de la dépense excessive et de la dépense folle. Je ne suis pas tout seul dans Le Point, parce qu'il y a le directeur, Étienne Gernel, qui fait des articles qui disent à peu près, qui disent la même chose.
vous avez et puis même vous avez maintenant des personnages importants de notre Ve République qui sont Jacques de la Rosière, par exemple, ancien directeur du FMI, qui dit exactement la même chose depuis déjà des années. Et là, il y a un très bon livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le déclin français est-il irréversible ?» Et ça, si vous voulez, je pense que effectivement, il y a une part de jeu dans ce que fait Barnier. Mais la situation est sans doute plus grave encore que ce qu'on croit. C'est-à-dire que le déficit officiellement pour l'instant est à 5,6. Il est probable qu'il sera à 6%. C'est ce qu'on dit parfois, et parfois plus. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que tout ça est parti en vrille. Et ce n'est pas seulement le quoi qu'il en coûte. C'est un je m'en foutisme général. Le président a voulu faire croire que c'était à lui l'argent, il faisait des chèques, et comme ça il serait populaire. Ça ne marche pas en politique. Ça n'a jamais marché. Édouard Balladur a essayé de se faire élire comme ça n'a pas marché. C'est vrai que Macron s'est fait réélire plutôt en 2022 en faisant des chèques, mais comment dire, il n'a pas compris que c'était à cause de la guerre en Ukraine, et en plus, après, il a perdu législative, ce qu'il n'a pas voulu reconnaître. Et si vous voulez, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas gouvernés par des gens responsables. Ils n'ont cessé de, de faire des chèques en bois d'ailleurs. Nous empruntons quand vous pensez que la charge de la dette, on va vous entendre, on va reparler de la charge de la dette. C'est 50 on va remonter au mal français, mais attendez, 50 milliards, alors que l'éducation nationale, le budget d'éducation, c'est 60 milliards. On va vous entendre, mais laissez quand même répondre le ministre. Il est là, il est en accusation, il entend tout le monde qui charge. On connaît François-Olivier Gisbert, il est habitué à caricaturer l'engagement politique. Mais je l'invite à s'engager, qu'il se présente à des élections municipales, nationales. Et c'est toujours facile de commenter, d'avoir des grands mots définitifs quand on ne s'engage pas et qu'on ne prend pas la responsabilité et qu'on s'affronte et se confronte pas à la difficulté de gérer. C'est vrai qu'il y a un mal français depuis des décennies. Attendez, France, laissez répondre le ministre. Il y a un mal français depuis des décennies de la dépense publique. On a une attente légitime, je pense, en matière de services publics, et donc ça coûte de l'argent. Mais il y a aussi une facilité à toujours dépenser davantage d'argent. Là, la situation aujourd'hui, elle est que nous sommes à la sortie, 1 ou 2 ans après la crise de l'inflation et la crise de l'énergie, où on a dû, après la crise Covid, mettre beaucoup d'argent pour accompagner les Français face à ces crises, et il faut réduire maintenant les déficits. Sauf que vient se confronter des problèmes économiques, puisque vous savez que l'Europe, globalement, est touchée par une crise économique, la France, moins que les autres pays d'Europe, je le rappelle, et qui donc fait une différence entre les rentrées fiscales et ce qu'étaient les prévisions fiscales. Monsieur le ministre, on va en parler, mais ce soir, Michel Barnier qui dit « La situation est grave, j'ai demandé tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité ». Est-ce qu'il a raison de se méfier ? François-Olivier Gisbert est là aussi, vous pourrez lui répondre. France. C'est très simple. La réalité française, vous voyez, on parlait du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, moi j'ai toujours été pour. Parce que l'État, il est là pour aider les gens qui sont dans la difficulté, donc c'est évident. Mais simplement, il ne faut pas faire ce qu'a fait le gouvernement avec Macron, c'est-à-dire de faire croire que, voilà, on allait aider les gens, ce sont des cadeaux, et qu'après, il ne faudra pas, rembourser, retravailler. Non, c'est que c'était de l'argent magique. On a fait croire aux Français que, voilà, on pouvait faire des chèques, c'était de l'argent magique. Et c'est ça la grande erreur, la grande faute. Vous savez, après le quoi qu'il en coûte, il y a eu aussi le quoi qu'il en coûte en Allemagne, ils ont rebaissé les dépenses publiques. Vous avez des pays, le champion du monde des dépenses publiques, qui était le Danemark, il a baissé considérablement les dépenses publiques, c'était en plus des sociodémocrates, comme ce sont des socialistes en Allemagne. Donc c'est pas une histoire de droite ou de gauche, c'est une histoire de sérieux, c'est une histoire de gérer sérieusement. Et je vais vous dire, monsieur Riester, vous, c'est vrai que je ne fais pas de politique, et je suis heureux de ne pas en faire avec vous, parce que vous n'avez pas géré sérieusement ce pays. Et aujourd'hui, tout ça est en train de transparaître et d'éclater à la figure. Moi, je faisais partie des gens, sérieusement, souvent je me retrouvais sur un plateau de télévision, on me disait, mais pourquoi tu parles toujours de la dette ? Mais la dette, de toute façon, c'est vrai quand on compare à d'autres pays, comme l'Italie, mais l'Italie c'est une dette italienne, le Japon aussi, mais c'est une dette japonaise. Nous devons de
l'argent au Qatar, à la Chine. Enfin, vous voyez, d'ailleurs, quand l'émir du Qatar se déplace pour venir à Paris, tout le monde est à genoux. Bon, c'est ça aujourd'hui la France. Et vous savez très bien ce qui s'est passé, par exemple, à Bruxelles. Là, a très bien montré. Madame von Leyen ne veut plus parler de Thierry Breton. Allez-y, monsieur le ministre. Et on ouvre le débat là-dessus. Est un pays faible. Avant d'être engagé en politique, j'étais chef d'entreprise. Un pays faible. France, on a entendu coup de gueule. Attendez, avant que nous quitte François-Olivier Gisbert, je recommande votre livre vivement. C'est d'ailleurs déjà un succès de librairie, L'histoire intime de la Ve République, tragédie française. C'est chez Gallimard, excusez du peu. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert. Ce cri d'alarme que lance ce soir François-Olivier Gisbert en disant il y a eu une irréalité, pas seulement pour vous, au-delà du pouvoir, pendant toutes ces années. Oui, mais regardez ce qui s'est passé avant la crise Covid. Le président Macron... et ses gouvernements ont fait en sorte de revenir en dessous des 3%. On était revenu en dessous des 3% avant la crise Covid. Crise Covid, quoi qu'il en coûte. Après la crise Covid, la guerre en Ukraine qui déclenche la crise énergétique et l'inflation. Et donc, il faut mettre de l'argent pour accompagner les Français. Ensuite, et Bruno Le Maire l'a dit très clairement, il faut réduire les dépenses publiques. Patatras, il y a une crise économique en Europe qui touche la France moins que les autres, mais qui touche la France. Et donc, on a des recettes fiscales moins importantes. Et bien, il faut faire davantage d'efforts en matière de dépenses. Monsieur le ministre. C'est ce que nous avons fait en 2023. C'est ce qu'est le cas en 2024. Et il faut qu'on réduise les dépenses publiques sur 4-5 ans pour pouvoir atteindre les niveaux de dépenses publiques qui permettent de réduire la dette. On en est tous d'accord. Après, est-ce que c'est une surprise pour Michel Barnier ? Alors regardez cette situation. Il faut que je réponde. Pardon, mais il faut que je réponde à ce que vous m'avez dit concernant Michel Barnier. Est-ce qu'il est sincère quand il dit qu'il est surpris ? Tous les commentaires le disent. Clairement, c'est un peu une vieille ficelle de personnes qui sont en politique depuis longtemps. Et ça, d'ailleurs, ça me surprend un peu de Michel Barnier, qui n'est pas du style à se laisser aller à la facilité. C'est un peu une facilité. Il connaissait par cœur la situation du pays. Tout le monde le connaît. C'est transparent. C'est tout à fait... Pas tout à fait. Vous n'avez pas voulu donner les documents à Bourson et à c'est faux. Coquerel. C'est pas si transparent. Si, c'est totalement transparent. La situation de nos finances publiques sont très claires. Il a comme directeur de cabinet, le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, qui a préparé le budget 2025. Et il est très proche de Bruno Le Maire depuis longtemps. Pour vous dire, il était un de ses soutiens à la primaire. Et donc Bruno Le Maire l'a tenu au courant, bien évidemment, de tout ça. Donc c'est pas, à mon avis, au niveau. Là, il y a deux sujets. Il y a un sujet de fond sur les déficits et plus largement sur ce que va être la feuille de route de Michel Barnier. Et il y a un sujet de méthode dans la crise actuelle qui est comment on travaille dans ce contexte politique inédit entre nous, entre le Premier ministre et les différents groupes de la majorité. Vos réactions, peut-être un support historique pour s'en rendre compte, et ça va plutôt dans votre sens, depuis Louis X. Louis X qui a fait pendre Enguerrand. Je ne pense pas que vous ne risquez pas la pendaison, je vous rassure pour l'instant, monsieur le ministre. C'était en 1315. Louis XIV qui a fait enfermer Fouquet à Pignerol. Chaque règne a tendance à dire « Ah, mon Dieu, le règne précédent n'a pas bien géré les comptes ». Est-ce qu'on est au-delà de ça, pourtant, ce soir ? Oui. Allez-y. Là, il y a quand même des prévisions qui ont été totalement, puisque je vois qu'à politique inchangée, le déficit public se creuserait à 5,6% du PIB cette année, quand le gouvernement Attal a inscrit 5,1%. En 2025, ce serait 6,2% au lieu de 4,1% prévu. Donc, il y a quand même un problème de prévision ça a été très, très mal évalué, très, très mal travaillé, ce budget. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous le dis, de ce point de vue-là, il y a des recettes fiscales qui sont en dessous de ce qu'on avait imaginé parce qu'il y a une moins bonne dynamique à la fois de la consommation et des résultats des entreprises. Et donc, s'il y a moins de rentrée fiscale sur l'impôt sur les sociétés, moins de rentrée fiscale sur la TVA parce que la consommation est plus faible, vous pouvez moins financer les dépenses qui sont prévues. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Comme n'importe quel ménage, faut réduire les dépenses. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a gelé 10 milliards, on a annulé 10 milliards de crédits en 2023, 10 milliards en 2024. Il faut aller plus loin. Et le gouvernement Attal a préparé un certain nombre de réductions de dépenses qui devront être arbitrées par le nouveau Premier ministre. Vous n'avez pas réagi à ce que disait M. Riester sur la mise en scène, selon lui, de Michel Barnier, ou en tout cas la ficelle, comme vous disiez. Ficelle, non. Vas-y. Bien sûr que c'est une ficelle, mais bien sûr qu'on est dans une situation inextricable. Mais tout le monde est dans la ficelle. Vous avez reçu l'autre soir Charles de Courson ici même, et on les a vus tel tic et tac, Éric Coquerel et François de Courson, se rendre d'abord chez Monsieur le Premier ministre, puis après à Bercy, et se faire refuser. Là, si vous voulez, on est quand même dans un truc d'une démagogie totale, où chacun est dans son rôle. Effectivement,
Courson et Coquerel font semblant de ne pas avoir des données qu'ils vont avoir incessamment sous peu et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir parce qu'elles vont changer. Le Premier ministre surjoue le fait que nous sommes surendettés parce que nous le sommes et qu'il est dans une situation inextricable. Et Monsieur le ministre qui est en face de nous et que je n'attaquerai pas ce soir parce que le pauvre, il est tout seul face à nous tous réunis. Mais par contre, la Macronie, pardonnez-moi, là, quand je vois Gabriel Attal qui donne une interview dans Le Point comme s'il était encore Premier ministre, comme s'il était encore en charge et qui ne comprend pas, au fond, qu'on ne fasse pas son cahier des charges actuel. Mais malgré tout, vous avez perdu. Donc il est tout à fait normal que le Premier ministre actuel fasse, au fond, une autre politique que la vôtre. Donc ce qui est vrai, si vous voulez, pour les Français que nous sommes, assez déroutant, c'est qu'on sait qu'on est au bord du gouffre et on a l'impression que tout le monde s'en fout. Non, pardon, je ne peux pas laisser de dire ça. D'abord, c'est vrai que c'est inédit. Mais Michel Barnier, il n'est pas arrivé avec une majorité LR à l'Assemblée nationale, nommé par cette majorité, et faire une politique qui a été décidée par les Français en donnant une majorité aux LR. Les LR ont fait 5% des voix. Donc ils font partie de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire construire une majorité relative pour permettre de prendre les décisions qui s'imposent en matière budgétaire, mais dans d'autres secteurs, la secteur de sécurité, les investissements pour l'école, pour la santé, etc., avec les groupes de l'ancien bloc majoritaire, donc le bloc central, plus les LR, plus peut-être d'autres partenaires. On appelle de nos voeux un gouvernement rassemblant de la gauche républicaine à la droite républicaine en passant par le bloc central. Et donc, comment ça fonctionne ? En termes de méthode, normalement, le Premier ministre devrait, une fois qu'il a écouté les différents groupes qui lui ont transmis un certain nombre de propositions, nous on a transmis notre pacte d'action pour les Français. Transmis des propositions ou mis des coups de pression ? Non, transmis des propositions. On a travaillé tous les députés du groupe Ensemble pour la République, à l'initiative de Gabriel Attal, on travaillait tout l'été pour transmettre au Premier ministre un pacte d'action pour les Français. Encore faut-il qu'ils se rencontrent, et je vous rappelle que la rencontre d'aujourd'hui a été supprimée, d'où une forme de crise qui est en train de naître entre votre camp. Attendez, on poursuit, on va vous retrouver tout à l'heure. Restez, monsieur le ministre, entre votre camp et celui du Premier ministre.